prochain panel, c'est vraiment, je voulais rendre hommage à Marie-André et puis Mado, qui maintenant depuis, Mado, ça fait 5 ans, Marie-André, ça fait vraiment 2 ans, où elles sont présentes à toutes nos réunions de recherche. Donc, c'est vraiment très spectaculaire. Et j'ai demandé à Mathieu de nous animer cette petite table ronde pour qu'on puisse vraiment vous revenir sur comment on travaille en partenariat et en co-construction entre chercheurs et patients-chercheurs. Donc, Mathieu, peut-être tu peux te présenter, puis ensuite on te laisse l'animation. Oui, OK, merci beaucoup. Je vais essayer d'aller rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai été... plusieurs d'entre vous m'ont probablement déjà vu donner des formations dans le cadre de l'unité soutien SRAP du Québec. Donc, SRAP, c'est Stratégie de recherche axée sur le patient. Alors, ça fait depuis 2016 que je donne des formations à des équipes de recherche, à des patients partenaires qui vont en recherche. Et donc, ça fait des années maintenant que je suis dans des discussions à ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comment les patients partenaires peuvent être partenaires de la recherche. Donc, j'étais très content quand Marie-Pascale m'a invité à animer ce petit panel. Donc, on va essayer d'aller rapidement. Est-ce que Mado et Marie-André, est-ce que vous voulez vous présenter peut-être rapidement dans le contexte du panel, peut-être? Est-ce que c'est nécessaire? Vas-y. Oui, donc plusieurs d'entre vous m'avaient déjà vu. Donc, Marie-André Gauthier, je suis patiente partenaire au CHUM depuis 2019 et participe activement au projet de Marie-Pascale de Parole en cours depuis aussi 2019. Donc, voilà. Et j'ai une trajectoire évidemment en oncologie. J'ai un cancer métastatique. Alors, je suis Mado Desforges, je suis depuis 5 ans dans la recherche, mais depuis 2013, je suis dans les comités d'amélioration continue. J'ai développé Croire avec des radio-oncologues, qui sont des activités complémentaires aux traitements médicaux. Alors donc, et puis l'idée de cette recherche-là, ça faisait, je la portais dans mon cœur avant même que Marie-Pascale la développe. Je trouvais avoir des groupes pour des conférences ou des ateliers, c'était évident que ça prenait de l'accompagnement individuel. Alors, je suis très contente que ce soit arrivé. Ouais, voilà. Excellent. Et puis, je pense que vous devez probablement tous connaître Marie-Pascale assez bien. Donc, peut-être qu'on pourra sauter la présentation de Marie-Pascale et rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, disons que pour commencer, je poserai la question peut-être à Marie-Pascale en premier et ensuite Marie-André et Mado si vous voulez compléter avec la perspective de patiente co-chercheur. Mais peut-être pour Marie-Pascale, comme chercheuse sur le panel et expert du partenariat patient en recherche aussi quand même, c'est quoi, qu'est-ce que c'est la recherche en partenariat pour toi? Comment est-ce que tu définirais la recherche en partenariat avec des patients? Tout d'abord, je pense que c'est de réfléchir à tout le processus de recherche avec les personnes concernées par la problématique de recherche sur laquelle on travaille. Donc, comme disait Mado, elle avait déjà un pressentiment, une idée, etc. Puis moi, je suis arrivée aussi avec la même idée. Puis tout de suite, on a commencé à travailler ensemble. Là, j'ai pas fait mon truc dans mon coin. Puis après, je suis allée voir Mado, puis elle a consulté pour savoir si ça marchait ou pas. C'est que vraiment, dès le départ, on a aligné nos deux façons de voir. Et elle avait sa façon, moi, j'avais la mienne. C'était pas la même exactement. Mais le fait que dès le départ, on se soit vraiment rejoint sur une idée potentielle de comment ça s'appelle d'intervention, puis que moi, je puisse arriver avec des outils, puis que Mado puisse m'arriver avec le besoin, ça a changé tout, quoi. Vraiment, ça a permis vraiment de teinter même ma demande déposée aux IRC de façon très différente que si je l'avais fait toute seule. Donc, c'est vraiment la première leçon, c'est vraiment de débuter comme on dit, de l'idéation, là, de l'idée qui débarque et puis de pouvoir tout de suite la faire germer, grandir, etc., sans jamais le faire tout seul en tant que professionnel. Et puis, c'est de se retrouver comme aujourd'hui dans des activités, évidemment, de transfert de connaissances. Donc, tout le processus, à n'importe quel moment, ne peut pas se faire sans avoir le point de vue des principaux intéressés du côté recherche.
je me dénonce souvent là, en me disant que de temps en temps, je fais « Oups, j'ai oublié ». Ça m'arrive, même moi qui suis super conscientisée et tout, je me regarde, je me dis « Allez, mais j'ai complètement oublié ». Donc, c'est comme, tu sais, dans la vie, là, tu as tendance à faire tes trucs dans ton coin, d'avancer, etc. Puis t'avances, puis tu dis, oh là là, oups, j'ai oublié quand même de parler au principal intéressé de ce que je suis en train de faire. Donc c'est ça, je me dénonce de temps en temps en disant, bon, ben là, je l'ai loupé, et puis on récupère le truc, parce que ça demande vraiment un réflexe constant, et qu'on n'a pas toujours, parce qu'évidemment, on est un peu dans la routine de tous les jours et tout, puis on oublie. Il y a une autre chose aussi, c'est que moi, j'adore la recherche-action. Et la recherche-action, pour moi, c'est la seule et unique recherche vraiment intéressante. Elle allie le terrain, elle permet d'être vraiment en prise directe avec ce qui se passe, etc. Enfin, bon, bref. Et la recherche-action sans les principaux intéressés, alors là, on est dans le délire total. Là. Enfin, je veux dire, quand tu fais des essais pragmatiques randomisés, bon, peut-être qu'on peut le comprendre, mais quand on fait de la recherche-action, c'est juste pas possible, quoi. Tu peux pas ne pas être en contact direct avec pour que tout le projet soit constamment alimenté par les personnes qui sont touchées. Et puis, une chose que je trouve aussi très intéressante dans le cadre d'une recherche-action par rapport à l'apport des patientes chercheurs, c'est qu'elles font les interventions, puis elles font aussi la recherche. Donc, ça veut dire qu'elles sont aussi une courroie de transmission entre le terrain et les chercheurs. Donc, on est tout le temps en prise directe avec comment ça se passe sur le terrain. Et on peut pas laisser passer certaines complexités, puis justement la capacité de bien comprendre quelle est la limite du projet de recherche versus le projet d'intervention au niveau des établissements, etc. Donc, elles aident aussi beaucoup à bien départager les responsabilités et à bien comprendre qui fait quoi. Donc, ça, c'est excessivement intéressant aussi. Là, je vais les laisser quand même parler, là, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Vas-y, Mado. Ben moi, je disais ça ce matin, puis j'aime beaucoup cet exemple-là de la paire de lunettes. On a une paire de lunettes différente parce qu'on a une paire de lunettes action aussi. Ça change toute la vision. Maintenant, il faut quelqu'un de l'autre côté qui est capable d'accepter, d'écouter ça, de prendre ça, puis d'en faire quelque chose, à la fois qu'il y a le langage santé, universitaire des fois, etc., mais sans jamais perdre de vue la base. C'est ça que je trouve intéressant et c'est ça le défi. Je trouve que comme patiente chercheur, moi, je trouve que pour être patiente-chercheur, il faut avoir de l'audace. Parce que, d'abord, premièrement, a priori, moi, je suis pas une chercheur. J'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie, mais j'allais dire surtout pas de la recherche. Là, c'est pas fait de dire ça, mais en fait, je suis plus dans l'action pure, je sais pas trop. Mais donc, avoir l'audace de dire, ben peut-être que je peux apporter quelque chose. Tu sais, je disais à un moment donné à Marie-Pascale que c'est marqué Mado Desforges, patiente, co-chercheur. Puis là, j'ai dit, je n'ai de chercheur que le titre. C'est comme ça que je me sens. Mais dans le fond, Pascal a dit non, c'est pas ça. Mais sauf que c'est ça, de voir l'apport qu'on peut avoir. Ça prend de l'audace, ça prend de la confiance aussi en soi et en l'autre. Vraiment, c'est toujours à deux it's take two to tango. Et ça en tout temps. Alors, voilà. Merci, Mado, mais on s'est préparé en avance pour l'audience. Je ne sais pas si ça se voit parce que je pense que vous me devancez un peu dans mes questions. Donc, si vous le permettez, je vais juste reprendre les rênes un peu de la discussion et peut-être pour Marie-André, juste de revenir un peu parce que peut-être que l'audience ne sait pas tout à fait, je ne sais pas le niveau de confort de l'audience avec un peu des concepts dont on parle. Et donc, peut-être plus de façon plus simple. Quand on dit c'est quoi faire de la recherche en partenariat, avant d'entrer peut-être dans les bienfaits, dans le comment, mais au départ, c'est quoi? Et ça pourrait être intéressant peut-être pour Marie-André, dans votre perspective de patiente co-chercheur, c'est quoi la recherche en partenariat? Et peut-être aussi, c'est quoi la réalité quand on est patiente et on travaille dans un projet de recherche? Comment ça se passe? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En ce qui me concerne, moi, je suis tombée dans la marmite de co-chercheur. J'avais pas ça en tête. Je m'impliquais déjà beaucoup avec Marie-Pascale. Puis pour moi, c'était juste, ça m'a fait réaliser que d'avoir la maladie, dans mon cas, de l'avoir toujours,
ça apporte quelque chose aux autres autour de soi. Puis c'est extrêmement concret et ça veut dire que la personne qui bénéficie de cette recherche-là, en bout de ligne, c'est un patient. Donc, comment mieux aiguiller des chercheurs que de parler de la perspective réelle du patient, puis du terrain, puis de comment ça se passe, et de vraiment refléter la réalité, non pas juste des idées, oui, des belles idées, effectivement, mais qui des fois ne sont pas si près que ça pour les patients. Donc, c'est vraiment... ça m'a fait réaliser que la maladie était utile à autre chose que juste, dans mon cas, survivre, là, mais c'est une expérience. Puis de pouvoir en faire bénéficier aux autres, c'est vraiment incroyable. Et c'est de discuter avec tout le monde, d'être sur un même pied d'égalité dans l'équipe de recherche, pas plus, pas moins, de discuter de tous les sujets, même ceux qu'on comprend pas des fois, et donc d'avoir son mot à dire dans tout ce qui est documents, questionnaires, outils de travail, conférences, peu importe. C'est vraiment travailler à pied d'égalité avec l'équipe et je dirais une autre qualité essentielle, particulièrement en ce qui me concerne, c'est la patience. Ah, oui, oui. Ça, je suis encore en train de gérer ça, là. Mais comme disait Marie-Pascale ce matin ou ce midi, je sais pas trop, ce midi, pourquoi ça va pas plus vite? Mais bon, on apprend, puis c'est extrêmement formateur. Et et puis, par rapport à ça, comment est-ce que c'est très formateur, mais comment vous y prenez? Parce que, évidemment, la recherche, évidemment, c'est très spécialisé comme domaine. Donc, il y a énormément de connaissances, il y a énormément de spécialisation. Ça prend des années. Marie-Pascale, elle a des années d'études, de spécialisation derrière elle. Évidemment, elle connaît les concepts, mais peut-être je poserai la question à Marie-Pascale et ensuite peut-être à Mado ou Marie-André, si vous voulez aussi y répondre. Mais comment vous vous y prenez pour justement pour arriver à travailler ensemble? Jusqu'à quel niveau de détail vous allez? Comment vous y prenez pour travailler ensemble dans ce domaine qui est si spécialisé? C'est sûr qu'il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui écrit, où il faut un peu mettre en pâture des idées et puis aussi une façon de concevoir la recherche. Donc, souvent, c'est un peu moi qui suis celle qui met en pâture les textes. Mais je le fais avec beaucoup d'humilité et puis de comment ça s'appelle de sentiments comme quoi ce sont des brouillons et que je veux absolument que ce travail soit bonifié. Puis je le fais bonifier par non seulement évidemment les patients chercheurs, mais aussi par les autres professionnels, les autres chercheurs. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Là, c'est un peu ce qu'on a vu au niveau de l'équipe clinique tout à l'heure, mais là on le fait au niveau de la recherche. Par contre, c'est sûr que pour tous les outils qui sont vraiment directement en lien avec un recueil de données pour les patients, là, c'est un rapport encore plus privilégié avec les patients chercheurs, co-chercheurs, parce que tous les outils sont systématiquement choisis par les patientes, chercheurs, et puis on leur demande leur avis là-dessus. Puis aussi, quand on doit, entre guillemets, développer des outils maison, ça va partir quand même pas mal au départ, leur perception des choses, puis on va bâtir ensuite les outils par rapport à leur perception. Donc, ça a vraiment beaucoup apporté sur ma façon d'amener la recherche, quoi. C'est-à-dire que dans la manière même de mener la recherche, à quel moment il faut le faire aussi, on va réfléchir ensemble là-dessus. Moi, je vais pas prendre des décisions toute seule, là. Je vais avoir des idées, mais je suis pas du tout sûre de faire ça bien, quoi. Donc, je vais toujours revoir, en tous les cas, mon intuition à la lumière des discussions qu'on va avoir pour m'assurer, en tous les cas, que je suis le plus proche possible de la réalité terrain vécue par les patients et sur le recueil de données, ce qui est le plus pertinent. J'imagine que aussi pour une chercheuse, c'est presque un garde-fou. Ça rajoute un garde-fou intellectuel de plus. C'est comme si on travaillait sur des médicaments ou des processus cliniques. On voudrait l'avis de praticiens qui vont le mettre en œuvre. Ben, avoir les patients, ça nous donne un peu un garde-fou additionnel.
Oui, puis là, je pense par exemple, tu vois, on va rentrer dans notre phase parole code 2. On est critique par rapport à certains outils qu'on a utilisés, puis on veut encore aller chercher des choses plus subtiles. Puis là, Marie-André, puis Mado, tu vois, je pense qu'on est assez évident que on était sur la détresse. La détresse, c'est quand même déjà un grand niveau au niveau psychologique. Puis déjà, l'anxiété, ça serait peut-être encore plus pertinent dans le domaine du cancer. Et donc, tu vois, on est en train de réfléchir ensemble sur les nouveaux outils qu'on veut aller chercher, sur tout ce qui concerne la qualité de vie, etc. Donc, moi, je vais continuer, en tous les cas, dans le projet futur, à être encore plus vigilante à la lumière de notre première expérience pour être vraiment sûr qu'on s'enligne encore plus sur des mesures qui font du sens par rapport à ce qu'on a vécu précédemment grâce à leur apport. Là, ça, c'est évident. Là. Et, ouais. Ah, vas-y. Oui. Ben, j'allais dire pour continuer, parce que le temps, on n'a plus beaucoup de temps, mais donc peut-être on a mentionné certains éléments déjà dans vos interventions, là, mais peut-être que je vous reposerai la question, puis on pourrait commencer par Mado, ensuite Marie-André et terminer avec Marie-Pascale, de finalement, c'est bien le partenaire patient, mais puis c'est bien en recherche, c'est intéressant, mais en fait, finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait selon vous, c'est quoi vraiment l'apport principal des patients partenaires en recherche? Pourquoi est-ce que c'est mieux? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire la recherche en partenariat? Donc, je vais rentrer avec Mado. L'apport pour la société, pour les chercheurs et pour les patients. Donc, et pour la science, finalement, quels sont les bienfaits de la recherche en partenariat? Moi, je parle toujours de la personne plus que de la science. Parce que l'image qui me venait tout à l'heure en écoutant, c'est bon, à l'Université de Montréal, on forme les étudiants au partenariat patient et à l'interdisciplinarité. Puis on a une belle diapo là où on voit des cercles où il y a tous les intervenants, les médecins, les professionnels et le patient. Ben moi, je me dis que si on prend la recherche de la même façon, la bulle qui est le patient-chercheur, c'est une bulle unique que personne ne peut remplacer. La fonction qu'on a dans la recherche, entre autres, c'est comme disait Marie-André tout à l'heure, c'est de transmettre. Dans le fond, on transmet le terrain parce qu'on est sur le terrain autant. Mais je dirais aussi une autre chose qui me vient, c'est la question du langage. Tu sais, là, je cherchais dans ma petite tête là, qui a perdu. Avant, ça s'appelait la DCPP, là, ça s'appelle plus DCPP. Les fameux sigles de toutes les sortes, là, qu'en réunion, là, tu sais, t'oses plus. Tu dis, vas-tu poser la question, dans le fond? Alors, pour faire partie de l'équipe, ça prend, je reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure, faut qu'on ait de l'audace, mais il faut aussi que les autres nous acceptent, Marie-Pascale, mais aussi les autres dans l'équipe de recherche, parce que des fois, peut-être qu'ils vont pas aussi vite parce qu'on est là, parce qu'on pose des questions, ou parce que ci, ou parce que ça, ou parce qu'on révise, je ne sais trop. Mais le rôle, moi, je pense qu'il ne devrait y avoir que de la recherche-action ou de la recherche collée à des réalités. Puis nous autres, qu'on soit patients dans le domaine de la santé, il peut y en avoir dans d'autres choses. Puis ce que j'ai le goût de dire aussi aux gens qui sont là aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir la définition qu'on donne, elle peut s'adresser aussi à un patient ressource, à un patient que vous allez prendre dans votre équipe puis qui va avoir une spécificité. Ça se transpose être patient-chercheur dans une autre sorte de contexte aussi. Excellent, merci. Marie-André, est-ce que vous voulez réagir? Ah, je suis d'accord avec ce que Mado a dit. Je pense que d'avoir des patients dans les équipes de recherche, particulièrement la recherche terrain comme Marie-Pascale le fait, je pense que ça part mieux de la recherche avec les vraies questions, les vrais problèmes. Je pense qu'il y a moins de risques, en tout cas, à mon avis, de partir à droite puis être obligé de se ramener à gauche parce que, oups, on n'avait pas finalement, on pensait que c'était ça la bonne question, mais finalement, c'était pas ça parce qu'on n'a pas échangé avec les gens qui sont visés par le but ultime de la recherche. Donc, je pense que c'est nettement un plus sans aucun doute.
Puis moi, je voudrais faire un petit parallèle. J'entends quand même quelques chercheurs dire, mais comment les patients peuvent-ils se mettre le titre de chercheur alors qu'ils n'ont pas de PhD, ça demande un PhD d'être un chercheur, etc. Enfin bon, bref. Et puis, c'est un peu la même chose que l'on pourrait voir de l'autre côté, là, du côté clinique, là, où tout le monde a sa qualification, son affiliation à un ordre professionnel, etc. Et pourtant, on accueille des patients partenaires dans l'équipe. Ben, c'est un peu la même chose du côté recherche, là. C'est-à-dire qu'on n'exige absolument pas de nos patients qu'ils aient fait un PhD pour pouvoir travailler avec nous en recherche. Ils viennent pas nous amener des méthodologies de recherche, mais par contre, ils vont nous interpeller sur vraiment les meilleurs outils qui vont vraiment répondre aux réels besoins des personnes. Ils vont nous interpeller aussi sur la manière dont on doit recueillir cette information. Puis ça peut remettre en cause carrément nos devis de recherche aussi. Donc ça, c'est vraiment excessivement intéressant. Et je pense qu'il faut vraiment dégonfler nos égos, là, entre guillemets, là, en tant que chercheurs, là, parce que souvent, c'est ça, les chercheurs ont l'impression que du fait qu'ils ont leur PhD, ils savent et que les autres savent pas. Mais c'est pas ça qu'on va chercher chez les patients, là. C'est pas cette obligation qu'ils aient une connaissance complète, qu'ils soient ensuite intéressés à en savoir plus, qu'ils aient envie et c'est exactement ce qui s'est passé aussi du côté de l'intervention. Tu sais, quand tu commences en tant que patient accompagnateur, t'es pas forcément intéressé à comprendre toute la physiopathologie du cancer du sein, mais quand on a fait quand même déjà pas mal d'accompagnement, là, tu dis, intéressant quand même d'en savoir un peu plus. Là, ça me plaît. Là, je veux savoir plus. Là, c'est la même chose. Là, je pense qu'au départ, tu n'as pas forcément besoin d'avoir toutes ces informations, mais si tu as envie, tu peux aller plus loin. Donc, c'est un peu la même chose en recherche. Et je vois pas comment on peut vraiment faire de la recherche sans les patients autour, là, parce que on est sinon déconnecté du terrain. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, en disant mais quand on implique les gens qui sont directement concernés, on perd sa distance par rapport au projet, on perd une certaine forme d'objectivité, etc. Mais au contraire, moi je crois que la recherche ne peut que bénéficier de ce regard croisé. Puis là, on le voit d'ailleurs dans l'interprétation des données. Là, on travaille avec toutes les deux sur l'interprétation des données. On ne sort pas les articles sans qu'elle les ait revus pour s'assurer que ça fait vraiment du sens, etc. Donc, c'est important en tous les cas de le faire de cette façon-là. On ne publierait pas la même recherche si on la fait complètement déconnectée de la réalité vécue par les personnes concernées. Ça, c'est sûr et certain. Puis moi, ça m'intéresserait pas du tout. Et juste peut-être dernière relance, Marie-Pascale, parce que là, on n'a plus de temps, mais c'était… Il y a Marie-France aussi qui voulait poser une question, là. Il reste seulement 5 minutes. Oui, juste un tout petit commentaire, sans aucune prétention. Ça reste quand même que les patients, nous sommes ceux qui avons un PhD dans la vie avec la maladie, avec tous les tenants et aboutissants. On a étudié ça facilement un bon 10, 12, 15 ans. Qu'est-ce que c'est de vivre avec la maladie et avec tous les tenants et aboutissants. Donc, c'est quand même beaucoup d'années aussi passées à étudier en profondeur quoi, comment faire, avec qui le faire, pourquoi le faire. Donc, ceci dit en toute modestie, là, mais… Moi, je pense que personne ne remettra ça ici en question, Marie-France. Merci pour l'ajout, mais je pense pas qu'on… on devrait vraiment… C'était pour répondre à ces chercheurs. C'était tout bipade peut-être, mais enfin… En fait, si je peux me permettre, juste pour finir mon rôle d'animateur, et après ça, je vous laisse discuter, mais je voulais juste une dernière peut-être précision de Marie-Pascale. Pour les éventuels chercheurs on a parlé beaucoup de recherche-action, d'un certain type de recherche qui se prête très bien, se prête très bien au partenariat. Pour les chercheurs qui diraient, ben moi, de toute façon, je fais de la recherche fondamentale, moi, de toute façon, je n'ai pas de terrain ou je suis loin du terrain, c'est pas la même. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler des bienfaits du partenariat patient? Est-ce que ça s'applique aussi? C'est une très très bonne question. Hein. Je pense que on a vu au CHU, pour pas le nommer, là, des étudiants et même des chercheurs qui travaillent sur des sujets excessivement pointus et qui n'ont jamais rencontré les personnes qui sont touchées par la maladie qu'ils étudient.
Et comment donner du sens à ce que tu fais si tu n'es pas capable de pouvoir l'incarner dans la réalité, quoi. Je trouve ça absolument incroyable. C'est comme si il y avait les molécules, la génétique, le système de l'ADN, la cellule et autres, mais que tout ça c'était pas incarné dans une personne. C'est quand même un fou, quoi. Donc et quand on a fait les expériences au centre de recherche du CHUM, de faire en sorte qu'on rallie vraiment, et qu'il y ait des visites même des patients atteints des pathologies qui sont ensuite traitées au niveau fondamental dans les laboratoires et même sur les souris, etc. C'est certain qu'au niveau des chercheurs, ça leur a ouvert vraiment un autre horizon, des raisons pour lesquelles ils travaillent sur ces domaines-là, là, que ça va au-delà de la technique, mais que ça a vraiment une possibilité d'atterrir à un moment dans la vie réelle des personnes. Donc, je pense que ça donne tellement de sens à ce que tu fais. Ça permet aussi de pouvoir être à l'écoute des réels besoins des personnes, des questions qu'ils se posent et qui peuvent ensuite se traduire par des hypothèses de recherche, même au niveau fondamental. Donc, ça peut amener aussi une vision de la problématique complètement différente de celle qu'on peut avoir quand on a été mis dans un moule très, très, très scientifique avec des hypothèses qui sont issues d'autres hypothèses et autres, puis qu'on ne sort pas vraiment finalement du paradigme dans lequel on s'inscrit, là. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et je pense que ça ouvre plein de portes à des discussions futures. Et c'est intéressant qu'on parte les bienfaits directs qui sont l'aspect terrain, mais qu'on se termine sur l'ouverture de nouvelles possibilités et de donner sens à notre travail. Et ça, c'est pas limité du tout à aucune méthodologie de recherche spécifique. Alors, merci beaucoup à nos panélistes. Et sur ça, je vais vous laisser. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton précision. Et puis peut-être, Mado, tu pourrais nous dire un peu comment on passe d'un ego à un autre ego, là? J'aurais bien une petite question. Non, c'est parce que j'ai encore la réaction par rapport à les chercheurs ont déjà tout étudié, les patients n'ont pas besoin d'être là. Et puis je me disais que dans le fond, c'est sûr que quand on est chercheur, j'imagine, je ne sais pas ce que c'est, mais dans le fond, qu'on prépare une recherche, on est approuvé, on la fait, c'est beaucoup, c'est très réconfortant. Mais quand on la partage avec des gens sur le terrain, des personnes sur le terrain, bon, elle peut avoir pris plus de temps, ça peut avoir été plus laborieux, mais moi, je pense que l'ego est encore plus grand parce qu'il est partagé par plus de monde. Et puis, l'autre chose, la chose qui me venait tout à l'heure, c'est que quand le terrain reçoit cette recherche-là, si on voit qu'il y a eu des personnes du terrain qui ont participé à l'élaboration, ça va beaucoup mieux passer aussi. Alors, voilà. Ah ouais, mais là, tu n'as toujours pas dit l'ego. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais là, c'est ça, attends, je le trouve pas ouverture. L'extra grande ouverture, oui, merci, parce que un jour, je lis un document de Marie-Pascale, puis elle finissait « Adieu l'ego ». Alors, moi, j'ai ajouté « Bienvenue l'ego, extra grande ouverture ». Alors, c'est un ego par rapport à un autre, n'est-ce pas? Mais il est bien plus intéressant, le deuxième. Voilà. Il faut rire un peu dans la vie. Donc, Emmanuel, tu voulais nous poser une petite question. Merci Marie-Pascale de me donner la parole. Alors, je vais rebondir juste sur ce que vient de dire Mado pour le coup. On entend beaucoup parler des égos, du chercheur qui doit redescendre un petit peu. On sait que dans le partenariat patient, c'est parfois un peu compliqué d'embarquer des professionnels de santé. Une fois qu'ils ont compris, qu'on a leur confiance, pour le coup, ça file. Est-ce que les chercheurs, les profils de chercheurs peuvent être des profils un peu encore plus difficiles à embarquer? Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez quelques leviers pour faire sauter les verrous, justement? Quand tu parles des différents profils qui sont plus difficiles, tu as quelque chose en tête de particulier? Là, depuis tout à l'heure, là, on entend que les chercheurs, ça peut être des personnes qui sont un peu sur un piédestal, soit qui s'y sont mis tout seuls, soit qu'on a mis sur un piédestal, qui doivent faire un effort réel pour se dire, mais je n'ai pas forcément la solution et je dois écouter le patient, aller à sa rencontre, faire preuve de plus de modestie. Mais avant de pouvoir en arriver là, j'ai envie de dire qu'un chercheur qui en est déjà là, c'est qu'il a déjà fait un premier pas vers l'ouverture à l'expérience patient. Si on est face à un chercheur qui n'a pas encore compris ou qui se dit oui, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose, mais il faudrait que j'y aille. Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Il y a plusieurs. Je vais essayer de répondre avec quelques exemples là, mais par exemple au Canada, nos institutions qui financent la recherche deviennent excessivement pointilleuses sur qui fait partie des équipes de recherche. Donc, si tu obliges les chercheurs à travailler avec des patients, c'est sûr qu'au départ, ça peut être juste de cocher le fait qu'il y a des patients qui vont être avec toi, mais si tu prends ça au sérieux, tu vas commencer à avoir vraiment une belle expérience, puis tu vas avoir envie de continuer. Au niveau des centres de recherche, on a par exemple au CHUS, donc au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, il y a eu un comité de patients en oncologie qui ont été vraiment, ce comité a été constitué pour que toutes les recherches en oncologie passent par le comité pour s'assurer qu'ils répondent bien à des problématiques patients, ou en tous les cas qu'il y ait aussi une capacité de prendre en considération le savoir expérientiel des patients, même dans des projets très, très, très pharmaco, recherche fondamentale, etc. Donc, c'est un peu de la responsabilité quand même des organismes de recherche, là, que ce soit au niveau des financeurs ou au niveau des centres de recherche. Et puis ensuite, c'est sûr que c'est d'amener les chercheurs à être formés à travailler en partenariat avec des patients ou des usagers. Ça, c'est pas toujours très simple. Mais moi, par exemple, mes étudiants, maintenant, je les amène à réfléchir, à travailler avec des patients dès le départ de leur projet de recherche pour justement que ça devienne un réflexe sur lequel ils vont capitaliser pour leur carrière par la suite. Donc, c'est ça. Je te donne 3 exemples là, mais il y a vraiment du travail à faire. Puis ensuite, par exemple, il y a des activités qu'on peut faire. Moi, j'aime beaucoup une activité qui est proposée il y a 2 choses qui ont été faites, qui ont été proposées au CRCHUM, aussi au centre de recherche du CHUM. Il y a maintenant un guichet pour aller chercher des patients pour pouvoir travailler avec les chercheurs. Donc, quand un chercheur fait une demande, on lui facilite la possibilité de trouver des patients avec lesquels travailler. Et puis, il y a aussi des présentations de résultats de recherche qui sont faits systématiquement entre des chercheurs fondamentaux, des chercheurs cliniciens et des patients. Donc ça oblige vraiment à faire en sorte que tout le monde comprenne l'intérêt de travailler avec des patients chercheurs dès le départ. Moi, j'aurais le goût d'ajouter une petite chose. C'est que être chercheur puis côtoyer le terrain. Marie-Pascale, je l'ai connue avant la recherche Parole Onco, parce qu'elle faisait je ne sais quelle recherche, puis elle avait besoin de patients qui répondraient à un questionnaire. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis là, après ça, le fait qu'on soit connus, en tout cas, moi, j'ai parlé de la réalité que je voyais d'accompagnement de patients à l'hôpital. Il y avait ailleurs d'autres mondes qui lui parlaient de la même chose. Donc, comme chercheur, elle s'est alimentée de ce qu'elle voyait sur le terrain, puis elle a conçu un projet de recherche avec ça. Donc, ça montre qu'il peut y avoir une interaction de part et d'autre. C'est pas juste la chercheur qui vient chercher des patients, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais oui, moi. C'est clair et en plus c'est super intéressant parce que ça montre toute la subtilité de la relation du patient avec le chercheur dans ton exemple. Donc si j'entends un petit peu tout ce que vous avez dit, donc il y a des exemples concrets, mais quelque part il faut aussi peut-être admettre que parfois on va utiliser quelque part pas la force, mais on va imposer d'une certaine manière pour pouvoir ensuite, en fait on va aller vers les gens malgré eux, on va les aider malgré eux, jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent et qu'ils se disent « Ah, mais en fait, c'est super, on est d'accord ?» Oui, mais ça n'a pas été ça, là. Mais il y a ça aussi. Il y a les IRC, nos instituts de financement, finalement, c'est quand même beaucoup eux qui ont commencé avec des politiques. La recherche axée sur le patient, c'est quand même beaucoup sorti des organismes de recherche, donc de financeurs de recherche. Ouais. Là,